Dernier jour de la visite d'Anthony Blinken en Chine. Alors que les sujets de tension s'accumulent, le secrétaire d'État a rencontré Xi Jinping ce lundi. Les accusations contre les autorités grecques et l'agence Frontex se multiplient près d'une semaine après le naufrage d'un bateau de migrants qui pourrait avoir fait près de 500 morts. En Ouganda, les familles enterrent leurs enfants. Un massacre perpétré par des djihadistes a fait 41 morts et une vingtaine de disparus vendredi. Quelle est la situation de l'inflation dans la zone euro? Comment se porte son économie? Nous avons posé la question à la directrice du FMI. Dernier jour de la visite d'Anthony Blinken à Pékin ce lundi, il a pu échanger avec le président chinois Xi Jinping, une rencontre confirmée à la dernière minute. Le chef d'État a dit espérer un résultat positif de ce voyage. Un peu plus tôt, le secrétaire d'État américain avait rencontré Wang Yi, son ancien homologue, désormais en charge des affaires étrangères au sein du Parti communiste chinois. Pour tenter de dégeler les relations sino-américaines, Anthony Blinken s'était également entretenu dimanche pendant plus de 5 heures avec Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères de Pékin. Les sujets de tension entre Pékin et Washington sont nombreux, à commencer par Taïwan. Wang Yi a affirmé lundi que son pays ne ferait aucun compromis sur l'île que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire national. Selon des responsables américains, aucune avancée majeure suite à la visite d'Anthony Blinken n'est attendue. Mais à travers cette visite, il s'agit davantage de maintenir des lignes de communication ouvertes afin d'éviter tout conflit majeur. Quelques 200 personnes ont manifesté dimanche au Pirée, près d'Athènes, devant les bureaux de l'agence Frontex et de la garde côtière grecque. Ils protestent contre la gestion du naufrage survenu la semaine dernière au large des côtes du Péloponnèse. Les témoignages de survivants se multiplient. Certains racontent comment les gardes-côtes grecs auraient en réalité essayé de repousser le bateau en dehors des eaux grecques. Quant à Frontex, elle affirme que le bateau a refusé toute aide. Reste à savoir si un navire en perdition doit accepter de l'aide pour être secouru. La Cour suprême grecque a ordonné l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités. Le bilan officiel du drame fait toujours état de 78 morts, mais 500 personnes sont portées disparues selon l'ONU. Le naufrage pourrait être l'un des plus graves de l'histoire récente de la Méditerranée. Depuis des années, la Grèce est régulièrement accusée dans les médias de procéder à des pushbacks, comprenez à repousser les bateaux de migrants hors de ses eaux territoriales. Une pratique contraire au droit international maritime et à la Convention de Genève, mais que l'agence Frontex a à minima toléré selon un rapport publié l'an dernier par l'Office européen de la lutte contre la fraude. Les familles endeuillées enterrent leurs morts dans l'ouest de l'Ouganda, tandis que d'autres recherchent désespérément leurs enfants disparus. Vendredi, l'horreur s'est abattue sur ce lycée, situé à 2 kilomètres seulement de la frontière avec la République démocratique du Congo, une zone particulièrement dangereuse où des groupes armés font régner la terreur. Les terroristes ont tué 41 personnes au moins et enlevé d'autres membres de la communauté. C'est la pire attaque de ce type en Ouganda depuis 2010. Certains élèves qui s'étaient enfermés dans ce dortoir ont été brûlés vifs, ceux qui tentaient de s'enfuir, tués à la machette. L'attaque a été attribuée aux forces démocratiques alliées qui ont prêté allégeance à l'organisation État islamique. Comment les assaillants ont-ils réussi à déjouer la surveillance dans une région frontalière où règne une forte présence militaire? Le président ougandais a promis d'éliminer les responsables. Le pape François a célébré l'Angélus ce dimanche devant des milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre au Vatican. Un grand retour après son opération de l'abdomen début juin. Le souverain pontife a condamné l'attaque qui a fait au moins 41 victimes vendredi soir dans un lycée en Ouganda. Il a également fait part de sa tristesse après le naufrage d'un bateau de migrants mardi au large de la Grèce, ayant fait au moins 78 morts. Quelle est la situation de l'inflation dans la zone euro? Comment se porte son économie? Selon la directrice générale du FMI, la zone euro fait preuve d'une résistance remarquable depuis la guerre en Ukraine, mais son activité économique s'est affaiblie et l'inflation, bien qu'en déclin progressif, reste élevée.
Well, right now, the most important thing for Europe is to get a handle on inflation. Why? Because inflation is bad for growth and it is a tax on the poor. When we look into the medium-long term, critical for Europe is to spur more innovation and create more dynamism. There are pathways to do so, completing the banking union, advancing on the capital market union, make the financial assets of Europe that are quite significant. Ce que redoute le FMI, c'est une période prolongée d'inflation élevée qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance de la zone euro. L'inflation pourrait rester au-dessus de l'objectif de la Banque centrale jusqu'au milieu de l'année 2025. The EU is a very important player globally. The European economy is, if you take the whole 27 members, it is compatible to the United States, certainly compatible to China. How Europe pushes on respect for WTO rules, coordination and cooperation to reduce the cost of fragmentation matters. And let's remember, many of the European economies are small, open economies. If we undermine the engine of growth that is trade, that would affect negatively the European people. L'inflation dans l'Union européenne a dépassé les 10% l'année dernière, mais elle montre maintenant des signes de modération. La Banque centrale européenne prévoit une inflation moyenne de 5,4% cette année et une baisse à 2,2% d'ici 2025. Le harcèlement ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, avec l'usage des réseaux sociaux et smartphones, ce qui s'arrêtait auparavant aux portes de l'école suit désormais de nombreux jeunes jusque chez eux. C'est ce qui est arrivé à la jeune Irlandaise Nicole Fox jusqu'à ce qu'elle se suicide en 2018 à l'âge de 21 ans. Depuis, sa mère, Jackie Fox, fait campagne pour que le cyberharcèlement devienne juridiquement répréhensible. Nommée en hommage à sa fille, la loi Coco a été adoptée en 2021 en Irlande. Après l'avoir portée jusqu'à Strasbourg, Jackie Fox se dit confiante quant à l'adoption de la loi à l'ensemble de l'Union européenne. My main thing was to have the legislation to protect victims like what Nicole went through and families so they don't have to go through what I'm going through today without my child. I have Coco's legacy over in Ireland, but to bring it to Europe-wide and think of how many lives that can save. Il existe des lois similaires ailleurs en Europe. Cela force légalement les plateformes en ligne à réagir face au cyberharcèlement, comme en France. La modération sur Internet, la règle n'est pas de la faire a priori, puisque la règle d'Internet, à l'inverse, c'est justement que tout le monde puisse finalement poster absolument ce qu'il veut tout le temps, sans filtre, sans barrière, et qu'ensuite, ça soit soit les réseaux, soit effectivement les autres internautes qui signalent le fait qu'il y a des contenus problématiques qui circulent. De nombreuses voix appellent les réseaux sociaux à rendre leurs algorithmes proactifs plutôt que de réagir quand le mal a déjà été fait. On sait bien qu'ils interviennent a priori, puisque le principe même de l'algorithme, qui est leur façon de nous adresser des contenus différents selon qui vous êtes, votre consommation, ce que vous aimez, etc. Donc, on voit bien que finalement, de simples tuyaux, comme ils disent qu'ils sont, dans lesquels passerait de façon opaque plein de contenus sur lesquels ils ne pourraient rien savoir tant qu'on ne les a pas alertés, est très déjà discutable. À 59%, les Suisses ont dit oui dimanche à la neutralité carbone en 2050, dans un pays où les glaciers sont une espèce en voie de disparition à cause du changement climatique. Le projet de loi prévoit de réduire progressivement la consommation de pétrole et de gaz, sans toutefois l'interdire. En parallèle, la Suisse devra produire davantage d'énergie renouvelable et soutenir des systèmes de chauffage plus respectueux du climat. Elle a prévu pour cela 200 millions de francs chaque année pour aider les consommateurs et les entreprises. Le festival du film d'animation d'Annecy a rendu son verdict en récompensant le long métrage français L'hymne d'Aveu du Poulet. Avec plus de 100 pays représentés et la projection de centaines de courts et longs métrages, Annecy s'est imposé comme le hub de l'animation mondiale. Remporter le cristal du long métrage est une consécration et un aboutissement pour les réalisateurs. C'était très incroyable d'être ici, de présenter le film
il y a beaucoup de pression parce que présenter un film d'animation devant des gens qui font eux-mêmes des films, c'est quelque chose de... Voilà, on sait qu'on va être jugé sur tous les aspects. Oui, ils ont vu grandir ce film ainsi. Dès l'écriture, chaque étape de fabrication, on était là. Alors c'est une conclusion stupéfiante, mais voilà, c'est presque dans l'ordre des choses. Le Cristal a été attribué à l'unanimité à Linda veut du poulet, l'histoire d'une maman qui aura du mal à tenir sa promesse de faire à sa fille un poulet au poivron un jour de grève en France. Drôle, tendre et impertinent à la fois, un coup de cœur pour beaucoup de festivaliers. Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié. Le prix du jury est revenu au Hongrois Aaron Goder pour Four Souls of Coyote, un film sur les peuples amérindiens privés de leurs terres qui montre que l'animation n'est pas réservée qu'aux enfants. I really think that it's Disney and Pixar and Marvel who pushes this family thing, and that's why people's first thought is that it's for family and kids, but there's a lot of serious animation and I think people should see more of them. Une œuvre puissante et profondément politique. We need to start tomorrow morning. Le festival du film d'animation d'Annecy est devenu, au fil des ans, un rendez-vous mondial incontournable pour les films d'animation. D'un côté, la créativité, de l'autre, le business. Ce sont les deux pôles du cinéma réunis dans un même festival. À Annecy, Frédéric Ponsard pour Euronews.